dire à l'hôpital, c'est quand même délirant que les 2 machines d'IRM de Haute-Pierre soient fermées entre 18h et 20h30, alors que des urgences vitales attendent, et il ne faut pas avoir ces interruptions. J'avais pas l'impression de prendre un risque, j'avais pas l'impression d'être courageux, et j'avais surtout pas l'impression de dire quelque chose qui pouvait aboutir à un conflit. Réellement des représailles très lourdes organisées en collusion par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg avec le président du conseil départemental de l'ordre des médecins. J'ai eu 2 plaintes en diffamation qui n'étaient que des moyens de pression et de chantage. On m'avait clairement dit que si je partais avec l'idée de ne plus jamais me parler, les plaintes seraient retirées et que je retrouverais ma place dans les organigrammes et qu'on recréerait un service spécialement pour moi. J'ai vu cette arrogance de l'impunité, l'arrogance de gens qui se sentent impunis et qui savent qu'ils le resteront. Je vous parlais des faux qui avaient été commis par le président du conseil départemental de l'ordre pour arriver à orchestrer une fausse plainte pour moi qui a failli me radier. Pour moi, ces faux, ils sont délibérément visibles. C'est une menace. C'est une façon de dire essayez pas de crâner. On n'a même pas à faire semblant d'être honnête. On vous emmerde. Vous n'avez pas les moyens de vous opposer à nous. Et ça m'a vraiment impressionné. Il faut vraiment être d'une incompétence crasse pour se faire une plainte falsifiée en faisant des erreurs dans les dates. Ou c'est une façon de dire, on sait bien que vous le remarquerez, et on n'en a rien à faire, parce que c'est une façon de vous montrer que quoi que vous disiez, quels que soient les arguments que vous ayez, on sera capable de vous broyer. Dans le domaine de sécurité alimentaire, quand vous ne pouvez pas faire votre travail, il y a un risque pour les consommateurs. Ce n'est pas anodin. Chez Nestlé, c'était très difficile d'apporter des améliorations ou des changements tant qu'on n'a pas prouvé ça à travers une crise où il y a des morts ou d'autres catastrophes. Le motif de licenciement, c'était que j'avais une opinion différente de mon chef dans la gestion de la sécurité alimentaire. Donc, si on m'a harcelé, on voulait soit me discréditer pour que je puisse plus trouver du travail, ou que si plus tard je rapporte mon expérience en externe dans le monde, je n'ai plus de crédibilité. Le vrai problème, c'est que si ce qui m'est arrivé est acceptable, donc personne ne va parler la prochaine fois qu'il y a un problème. Il faut se demander pourquoi il y a eu l'histoire de la viande de cheval. Et pourquoi cette histoire de viande de cheval est devenue si grande, à si grande échelle. Et pourquoi personne n'a parlé? Pourquoi il y a eu l'histoire de Volkswagen? C'est parce qu'on essaye d'étouffer des personnes qui veulent faire leur travail honnêtement. Si des personnes comme moi n'obtiennent pas le soutien de la société, évidemment, les autres vont se taire. On peut considérer que l'ONU n'a pas pris ses responsabilités par rapport à cette épidémie. Même maintenant qu'ils ont reconnu, parce qu'à force, d'un point de vue scientifique, c'était incontournable, ils restent sur l'idée qu'il ne faut pas reconnaître officiellement. Ce que Ban Ki-moon a dit, c'est que l'ONU a quelque chose à voir avec le début d'épidémie, à nous d'interpréter ça, et qu'il s'est ensuite excusé parce que l'ONU n'en a pas fait assez pour lutter contre l'épidémie. C'est pas pareil que de dire c'est notre faute. Il y a à l'ONU un département des affaires juridiques qui est très inspiré par le mode de règlement des litiges qui existe aux États-Unis, c'est dans lequel un avocat dira qu'il ne faut jamais rien reconnaître. Il faut laisser à la charge de l'accusation le soin de prouver ce qui est à prouver. Mais en face, il n'y a pas grand-chose. En face, il y a quelques avocats d'un bureau d'avocats indépendant qui a des moyens limités.
Le pays, Haïti, n'a jamais fait de poursuite contre l'ONU, donc c'est une bataille un peu déséquilibrée. J'ai pris conscience petit à petit de l'importance de la situation, puisqu'on est juste une petite personne en train de faire son travail, et après ça prend des dimensions qu'on ne soupçonne pas au départ. Le CEO de Cosmos a dit pas seulement je suis minable, mais je veux la peau de l'entreprise. Mais pourquoi je voudrais la peau de l'entreprise? Donc on vous investit des mobiles inoubliables dès le départ, on vous délégitime. Et ce n'est pas une querelle de personne, c'est une question de principe. Et c'est bien au-delà du principe, il y a des conséquences réelles. On ne peut pas travailler sur de tels produits sans réfléchir sur les conséquences des produits qu'on fournit et à regarder à qui on a fourni. C'est toujours difficile de retourner dans une boîte qui a essayé de vous démolir. Humainement, il faut se préparer mentalement. Donc, il faut être très très pugnace et avoir un mental d'acier. Autrement, effectivement, le lanceur d'alerte termine soit entre 4 planches et suicide, soit déprime. Si c'était à refaire, je le ferais de la même manière. Et comme l'histoire n'est pas finie, je continue à le faire. Je demande à tous les associations écologistes de venir contacter iBoycott Lyon pour me soutenir durant le procès, parce que j'ai appris par un journaliste local de chez moi, de Lorraine, que Arcelor rigolait parce que j'étais tout seul. Je vais vous montrer Arcelor Suez, que je ne serai pas tout seul, pour me battre contre le géant mondial de l'acier et le géant mondial du traitement des eaux. En général, quand il y a un lanceur d'alerte, c'est qu'il y a un gros problème qui est mis à jour. Donc la volonté, c'est d'étouffer. Dans le harcèlement moral, on a souvent tendance à dire « mais cette personne est trop fragile ». On va un peu faire la même chose avec les lanceurs d'alerte. L'envie de se faire mousser, l'envie de faire parler, la volonté de nuire à l'entreprise ou au service. En fait, si vous voulez, c'est des tentatives de déstabilisation et encore une fois d'isolement. Quand on est à grande échelle comme ça sur des scandales qui sont mis à jour à un moment par une personne courageuse, le système est tellement rodé, si vous voulez, qu'il est aussi prêt à broyer la personne qui va le découvrir. Et puis, j'allais dire, malheureusement, les procédures judiciaires sont tellement longues qu'on a le temps de mourir 10 fois avant que justice soit rendue. Le harcèlement, il a toujours existé, si vous voulez. Sur les chaînes de montage automobile, il existait avec les petits chefs, si vous voulez. J'ai vu ça dans les années 70, donc il faut arrêter d'embellir les choses rétrospectivement, etc. C'était affreux. Pourquoi est-ce que le harcèlement ne cassait pas les gens? Parce qu'il y avait des solidarités. Le harcèlement, il n'est pas du tout comme autrefois. Il est public et il est destiné à faire peur aux autres. Et il obtient la peur des autres. Il vous donne en spectacle l'horreur de l'humiliation d'un de vos collègues. C'est invraisemblable, parce que la façon dont on traite les gens. La meilleure protection des lanceurs d'alerte, c'est finalement l'exercice des droits citoyens. Et si on exerce ce droit, finalement, c'est assez simple. Parce que plus il y aura de citoyens qui exerceront leurs droits, et plus le lanceur d'alerte sera protégé, puisqu'on sera dans une société, non pas maison de verre sur la vie privée des gens, bien évidemment, mais sur les affaires publiques. Les affaires publiques sont publiques. La dernière page du Canard enchaîné dit ça très bien. La liberté de la presse ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. Eh bien, la liberté des citoyens, c'est pareil.